Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille Riviéranum, l'Odyssée de pensée d'aujourd'hui s'intitule Sanary-sur-Mer, la capitale secrète de la littérature germanophone en exil, et elle nous ramène à 1933 et à la montée du nazisme en Allemagne, où il y eut sur tout le territoire des autodafés de livres préparés de longue date par le parti nazi. Pourquoi brûlait-on des livres? Parce que le régime totalitaire nazi reprochait aux acteurs brûlés, entre guillemets, leur esprit anti-allemand, entre guillemets également. Leur création teintée de décadence, d'immoralité, d'opinions sordides, de trahison politique, de falsification de l'histoire allemande, d'abaissement des grandes figures de la culture allemande, de trahison littéraire des soldats de la Première Guerre mondiale. En résumé, de ne pas être du parti de la race supérieure, magnifié par le seul livre qui méritait alors ce qualificatif, évidemment le Mein Kampf d'Adolf Hitler. Donc, le parti nazi donnait ordre de retirer des librairies et des bibliothèques les livres des auteurs discriminés, parmi lesquels on trouvait hélas les plus grandes plumes de la littérature d'Europe centrale et de la littérature humaniste tout court. Après les œuvres, ce sont évidemment les personnes elles-mêmes, les auteurs et leurs familles qui furent inquiétés, ce qui engendra le commencement de l'exil de la quasi-totalité de l'élite littéraire allemande, pas moins de 1500 écrivains connus et reconnus au total. Ces femmes et ces hommes quittèrent en grande majorité les villes intellectuelles, dont Berlin en majorité, et plus largement l'Allemagne dans la précipitation, car les exactions étaient d'une violence rare. Souvent sans le sou et sans papier en règle, les écrivains allemands puis autrichiens, dès 1938, se mirent en mouvement pour un exil qui les mena majoritairement en France, à Paris, où leurs ouvrages ne leur rapportaient plus aucune ressource, car le lien était rompu avec leurs éditeurs, ce qui les mit dans une situation épouvantable, car il était alors interdit aux étrangers, fussent-ils exilés, de travailler régulièrement en France. Peu d'entre eux, déjà connus sur la scène internationale comme Thomas Mann, Léon Feuchtwanger ou Franz Werfel, par exemple, purent jouir de conditions convenables et d'un certain bien-être qui leur apporta la possibilité de vivre sans souci matériel majeur. À l'exil vint donc s'ajouter la pauvreté de toute une communauté intellectuelle et littéraire qui se débrouilla comme elle put dans des conditions difficiles, avec la crainte d'être expulsée à cause du manque de régularisation. En plus de la barrière de la langue, l'incompréhension des Français face à cette vague migratoire allemande et la situation d'extrême précarité des exilés entama leur morale et causa même des suicides. Klaus Mann nota à l'époque dans ses carnets, je cite, « Les gens nous regardaient presque tous de travers, non parce que nous étions des Allemands, mais parce que nous avions quitté l'Allemagne. Cela ne se fait pas, disait-il. Un homme honnête doit rester fidèle à sa patrie, quel que soit le régime qui s'oppose au pouvoir et suspect. » La France cessa donc progressivement d'être une terre d'asile et elle n'offrait plus aucune sécurité à ces réfugiés qui débutèrent la poursuite de leur fuite vers d'autres pays comme les États-Unis via l'Espagne et le Portugal. On évalue à environ 100 000 les Allemands qui quittèrent leur pays entre 1933 et 1935 et ils furent environ 35 000 à se réfugier en France, le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. À l'ostracisme qui régnait, il faut ajouter les dérèglements économiques induits par la crise de 29 qui secouaient encore la France, dont les turbulences de la politique intérieure et les changements de gouvernement étaient à l'origine d'un climat d'insécurité pour tous. Très vite, l'anti-germanisme se propagea dans le pays comme une traînée de poudre et du même coup, les ressentiments à l'encontre de l'ennemi héréditaire, entre guillemets, augmentèrent avec les risques d'un nouveau conflit au sein duquel il y avait ces étrangers, comme on les appelait alors, des Allemands et des Autrichiens chassés de chez eux et dans le même temps montrés du doigt comme une menace croissante et la possibilité qu'ils puissent être des espions à la solde du Reich. Du coup, le sud de la France, qui était connu de certains de ses écrivains de renom et en particulier le petit village de pêcheurs de Sanary-sur-Mer dans le Var, sur la Côte d'Azur, connu de quelques-uns au sein de la communauté comme un endroit sûr et paisible, devint progressivement un point de rencontre et de ressourcement, alors que Paris devenait progressivement irrespirable. La petite bourgade connut une histoire singulière avec la venue de personnalités mondiales de la littérature, comme l'indique l'installation de la famille Mann, dont Heinrich Mann, qui faisait la navette entre Nice et Sanary-sur-Mer, Thomas Mann, sa femme et ses enfants, Erika Mann, Klaus Mann, Goloman. Il y eut également Léon Feuchtwanger, auteur du Diable en France, qui fait référence à cette période passée à Sanary-sur-Mer. Il y eut Franz Werfel et Alma Mahler-Werfel, ancienne épouse du compositeur Gustav Mahler, Joseph Roth, Bertolt Brecht, Franz Hessel, le père de Stéphane Hessel, bien connu des Français, Ernst Bloch, Arthur Koestler, Erich Maria Remarque, René Schickel, Ernst Toller, Ludwig Marcuse, philosophe, à ne pas confondre avec Herbert Marcuse de l'école de Francfort, Stefan
Stefan Zweig, Alfred Kantorowicz, Julius Mayer-Graf et de nombreux autres encore qui demeurèrent plus ou moins longtemps dans ce village méditerranéen baptisé la capitale secrète de la littérature germanophone. On se croisait alors au café, dit le Nautique, café de la Marine, ou chez la veuve Schwab, qui était devenue au fil du temps la maison, au sens germanique de Heimat, de patrie, une manière de retourner au pays natal, berceau et cimetière des illusions et des souvenirs de ceux qui venaient d'arracher leur vie à leur terre pour survivre. Sanary-sur-Mer s'était progressivement transformé en un vaste romanisches café, ce fameux café de Berlin où se rendait l'intelligentsia allemande d'avant 1933, mais cette fois les tables étaient de marbre et les costumes étaient des maillots de bain. L'entrée de la France en guerre, puis l'effondrement de 40, obligeait les étrangers à se faire connaître en préfecture et le durcissement de leurs conditions intervint jusqu'à l'internement. Dans le sud, le plus près de Sanary-sur-Mer était le camp des Milles, près d'Aix-en-Provence, une ancienne usine de briques où séjourna une partie des écrivains de Sanary-sur-Mer, dont Léon Feuchtwanger par exemple. Il y avait également le camp de Gurs, dans les Pyrénées-Orientales, réservé aux femmes, où fut internée Hannah Arendt après avoir été arrêtée à Paris, et d'autres camps encore, une centaine au total en zone libre. Mai 40 survint, et avec lui le durcissement de la politique de Vichy, qui devait livrer les réfugiés étrangers au Reich allemand, ce qui signifiait pour beaucoup des écrivains de Sanary-sur-Mer la déportation dans des camps de concentration allemands, et donc un voyage vers une mort certaine. Une bonne part d'entre eux réussirent à quitter la France, souvent au péril de leur vie, via les Pyrénées en direction de l'Espagne, puis du Portugal vers les États-Unis, ou d'autres encore en direction des Alpes vers la Suisse. Enfin, d'autres trouvèrent la mort par désespoir ou par suicide, y compris dans l'enceinte du camp des Milles, à Auschwitz, où ils furent déportés ou déracinés dans leur nouvel exil, tel Stefan Zweig en Amérique latine, après qu'il a envoyé son livre posthume « Le monde d'hier » à son éditeur en Europe. Sanary-sur-Mer a gardé la mémoire de ce passage d'illustres écrivains, et même si les lieux d'habitation ont disparu aujourd'hui, ou s'ils ont été réattribués, il existe un parcours et une plaque commémorative comme des conférences guidées sur cet épisode méditerranéen singulier d'une intelligentsia intellectuelle allemande, mondialement connue, anti-nazie et attachée à son pays. Un événement souvent méconnu du grand public qui rend nécessaire un travail de mémoire auquel contribue modestement cette pastille radiophonique. Chères auditrices et auditeurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle pastille Riviera-Num, l'Odyssée de pensée, et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien.